Faire plus de 2 séries par exercice, ça ne sert à rien. Voyons voir ce qu'il en est. Première vidéo de Body Time que je vais voir. Est-ce que c'est du clickbait et qu'ils vont nous expliquer la nuance ou bien le pense-t-il réellement? À l'époque, on m'a appris que la méthode la plus puissante pour prendre du muscle, c'était le 10x10. Aujourd'hui, ça vous paraît peut-être fou, ringard, has-been ou même contre-productif, mais vous allez voir que c'est pas si simple. Quelques années plus tard, je faisais plus qu'une série par exercice, donc autant vous dire que j'ai tout testé. Gros volume, petit volume, et aujourd'hui, on va voir ce que la science en dit. Déjà, il y a quelque chose qui m'embête, du moins, on va voir, mais c'est le nombre de séries par exercice, très bien, sauf que le volume, en fait, c'est plutôt le nombre de séries par muscle sur une séance, ou en vrai même sur la semaine. Le nombre de séries par exercice en lui-même, ça veut rien dire. Après, ceci dit, il y a une différence entre faire 4 exercices chacun avec 2 séries, ou bien faire 8 séries sur un seul exercice. Et pour ne pas vous faire perdre votre temps non plus, les gars, je vous précise que cette vidéo, elle est faite par un mec naturel et elle s'adresse uniquement aux hommes naturels qui pratiquent la musculation. Et si vous vous apprêtiez à dire « Ouais, c'est pareil, un homme, c'est un homme », n'oubliez pas cette étude dont je vous ai parlé qui montrait qu'un homme chargé prenait plus de muscles sans s'entraîner qu'un homme naturel qui s'entraînait. Oh, cette fameuse étude de 1996 de Bassine qui n'a jamais été reproduite, jamais. Les scientifiques ont injecté 600 mg de testostérone pendant plusieurs semaines à des individus, ce qui est quand même une sacrée dose, hein, c'est pas un cycle de débutant, et on vérifiait s'ils gagnaient du muscle. Alors il y avait 4 groupes, il y a ceux qui prenaient pas de stéroïdes et qui foutaient rien, ceux qui prenaient pas de stéroïdes qui allaient à la salle, ceux qui prenaient des stéroïdes qui foutaient rien et qui prenaient des stéroïdes qu'aller à la salle. Évidemment, vous en doutez, ceux qui ont pris des stéroïdes et qui sont allés à la salle ont gagné le plus de muscles. Et le groupe qui a pris la testostérone et qui n'a rien foutu a gagné quelque chose comme 3 kilos de masse maigre. Ce qui était plus que les naturels qui étaient allés s'entraîner. Sauf que les mesures étaient mal faites. Ils ont calculé la masse sèche, sauf que la masse sèche, par exemple, englobe l'eau ou encore l'azote dans le sang, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire 3 kilos de muscle. Si vous n'avez jamais touché à des stéroïdes et que après on vous injecte 600 mg de testo, vous allez faire de la rétention d'eau. Ensuite, les individus qui ont fait ça, ils ne sont pas allés à la salle de sport, peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à côté? Est-ce qu'ils ont vraiment rien foutu? Est-ce qu'ils ont fait une activité physique? Est-ce que leur métier était physique? Et vous pouvez demander à n'importe quel coach, n'importe quel IFBB Pro, vous prenez 600 mg de testostérone, vous restez assis dans votre canapé toute la journée à regarder Netflix, vous n'allez gagner, pour ainsi dire, aucun muscle, à moins d'être déjà rabougris, dans un état musculaire atrophié parce que vous n'aviez déjà rien foutu durant le restant de votre vie et que c'est anormal. C'est pas magique, faut pas croire. Ceci dit, est-ce qu'il y a des différences entre un entraînement naturel et un entraînement dopé? Ben pas vraiment. Je sais qu'il y a 1 million de personnes proclamant ces paroles, je vais me faire incendier. Il y a la moitié d'entre vous qui vont éteindre cette vidéo, mais les mécanismes de l'hypertrophie restent les mêmes, les mécanismes de la tension musculaire restent les mêmes. Ok, quand on est dopé, on a un anabolisme H24, on a une meilleure récupération, que ce soit nerveuse, que ce soit musculaire, on peut mieux gérer le cortisol. Donc la seule véritable différence entre un entraînement dopé et un entraînement naturel, c'est que si on veut, on peut faire plus de volume, on va mieux récupérer, on peut s'entraîner plus lourd, plus dur. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez faire n'importe quoi, que vous êtes invincible. Prenez quelqu'un de naturel qui a une mauvaise capacité de récupération, vous lui donnez des produits dopants, ça va pas devenir un dieu de la récupération. Et il y a même, je vous assure, il y a même parmi le haut niveau, des athlètes naturels qui ont des meilleures capacités de récupération que certains dopés. Mais j'entends bien ce que vous voulez dire. Il y a certaines personnes qui vont réussir à progresser sur des programmes de débiles uniquement parce qu'ils sont dopés. Mais il y a des personnes naturelles qui vont faire beaucoup de volume et progresser, et d'autres dopés qui vont probablement devoir faire moins de volume. C'est la grosse mode du low volume. On cherche la rentabilité. Et pourquoi aujourd'hui cet état d'esprit explose? Parce que les gens accumulent la fatigue mentale, le manque de temps, et beaucoup se sont perdus en faisant trop de volume et en stagnant. Mais attention les gars, on va différencier la rentabilité de la fainéantise. Tout à fait raison, le rythme de vie actuel nous laisse peu de temps, nous assomme de stress, que ce soit au travail, les transports, les courses, les taxes, la vie de famille. On n'a pas les mêmes capacités de récupération si on travaille 60 heures par semaine ou si on est au chômage. Ceci dit, encore une fois, vous pouvez très bien faire 2 séries par exercice et avoir un programme au volume. Je vous garantis que si vous faites un PPL et que dans vos séances push il y a 9 exos, oui, j'ai déjà fait ça, même si vous faites 2 séries et vous faites ça 2 fois par semaine, je vous garantis que ça pique. Souvenez-vous, on avait vu que plus il y avait de séries qui étaient effectuées par muscle par semaine, plus il y avait de gains musculaires jusqu'à un certain seuil. Et donc la courbe, elle faisait à peu près comme ça. On arrivait très vite à 80%, puis entre 15 et 20, on était à 100%. Tout ça pour ensuite décroître légèrement. Et vous voyez donc que plus on va faire de séries, plus les gains musculaires vont être importants. Tout ça jusqu'à 20 séries par muscle par semaine. L'année dernière, on a un méta-analyse méta-régression de Pellan qui a remarqué jusqu'à une quarantaine de séries fractionnées. Plus on augmente le volume, plus les muscles augmentent. Et ils n'ont même pas trouvé de limite. Ceci dit, effectivement, plus on en fait,
plus il y a des rendements décroissants. C'est-à-dire que passer de 3 séries par semaine à 8 va beaucoup vous donner de muscle. Passer de 8 à 15, un peu plus de muscle. Passer de 15 à 25, un petit peu plus de muscle, et ainsi de suite. Donc ça devient de moins en moins intéressant. Et cette étude a été réépluchée par 2 études très récentes qui ont voulu par exemple vérifier si c'était bien du muscle qui gagnait et pas par exemple de l'œdème, de la rétention d'eau parce que ils n'ont pas l'habitude de forcer ainsi. Non, 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 non. Ça a été bien prouvé. Plus on fait de volume, plus on gagne au muscle. 2 choses à considérer, ceci dit, plus on fait de volume, certes on gagne plus de muscle, mais on génère plus de fatigue. Et si vous générez trop de fatigue par rapport à ce que vous pouvez récupérer, vous n'allez pas continuer à gagner du muscle, vous allez stagner et peut-être même régresser. Là, on est d'accord. Et c'est pour ça que la courbe sera différente malheureusement pour chacun d'entre vous et peut-être même pour chacun d'entre vous à différentes périodes de votre vie. Deuxième chose, c'est des séries fractionnées, c'est-à-dire que dans ce modèle-là, une série de biceps compte pour pas une série de biceps, mais une série de dos va compter pour une demi-série de biceps. Et ce volume-là indirect, il faut le garder en tête. Les muscles secondaires moteurs étaient comptabilisés comme des séries effectives. C'est-à-dire que quand tu fais une série de développé couché, ça te compte une série pour les pecs, une série pour l'avant de l'épaule, une série pour les triceps, qui sont tous les 3 des muscles moteurs. Ce qui faisait qu'en fait, il y a des zones qui sont souvent sursollicitées, comme l'avant de l'épaule qui va intervenir déjà dans tous les mouvements de poussée. Donc clairement les gars, avant même de vous demander est-ce que je fais 1, 2, 3, 10 séries sur mon exercice, demandez-vous combien de séries vous faites par muscle par semaine. C'est ce qui est primordial et ce que vous devez prendre en compte. Oui et non, du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'est le modèle fractionné. Ils ont testé plusieurs façons de compter le volume. Soit ils comptaient que le volume direct, c'est-à-dire développé couché, c'est juste les pecs. Comme il a dit là, ça comptait une série pour les muscles annexes, soit le volume fractionné que je vous ai expliqué avant, et c'était le volume fractionné qui avait la meilleure prédictabilité, qui était le modèle le plus consistant avec ce qui était observable. Une série développé couché, c'est pas une série de devant d'épaule, c'est une demi-série. Mais vous avez compris le principe, et c'est pour ça, par exemple, que moi personnellement, qui ai un grand poids fort épaule, je fais quasiment jamais d'exercice d'isolation pour le devant de mes épaules. Et par exemple, les personnes qui font un split vont souvent se retrouver avec les triceps qui vont se taper un sacré volume d'entraînement parce qu'ils vont les faire dans les bras, dans leur séance épaule et dans leur séance pec. Il y a une chose à prendre en compte et qui est extrêmement importante, c'est que ce que vous venez de voir et ce que je viens de vous dire, c'est simplement une moyenne. Rappelez-vous cette étude qui avait été faite sur des individus qui entraînaient la jambe droite en faisant 6 à 9 séries et la jambe gauche en faisant 15 séries. Au final, qu'ont donné les résultats, il y a eu un tiers qui ont plus pris de la jambe droite, un tiers qui ont pris autant des 2 cuisses et un tiers qui ont plus pris de la jambe gauche. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, c'est très différent en fonction des personnes. Maintenant, petite précision les gars, tout ce qu'on vient de voir, c'est en prenant en compte le fait qu'une série est comptabilisée comme une série quand elle va à l'échec. C'est uniquement des séries à l'échec qui sont comptabilisées. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, dans les études, ils font semblant, Non, 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 récemment, ces dernières années, d'ailleurs, c'est précisé dans les caractéristiques de l'étude, mais en général, quand il les ramène au labo, tu as le scientifique en face de lui qui est en train de le crier, les autres sont en train de le pousser derrière pour qu'il aille vraiment atteindre l'échec. Ils font pas semblant. On sait que le muscle, il voit pas le nombre de séries que vous faites, le nombre d'exercices que vous faites. Lui, ce qu'il voit, c'est la tension mécanique, le volume global que vous lui imposez en termes de nombre de séries dans la semaine et aussi combien de fois vous allez à l'échec musculaire. Les mécanismes de l'hypertrophie ne sont pas encore entièrement connus. On ne sait pas entièrement ce qui va créer du muscle à 100%. Mais une autre chose à considérer, c'est également le recrutement des unités motrices et le recrutement des fibres, n'est-ce pas? Et ça va être important pour la suite. Et du coup, il n'y a aucune étude qui va comparer directement sur un même volume total d'entraînement le nombre de séries idéales par exercice. Par contre, on a plusieurs éléments indirects, mais qui sont très solides et qu'on va pouvoir coupler pour déterminer le nombre exact de séries à faire. Vous savez, on sait, tout le monde sait, qu'en fonction des exercices que vous allez choisir, vous n'allez pas stimuler exactement les mêmes fibres musculaires dans les mêmes proportions. Et donc, à volume égal, il est clairement plus intéressant de diversifier le nombre d'exercices pour avoir une meilleure stimulation. Mais dans quel contexte? Ça sera pertinent si vous êtes déjà quelqu'un au moins intermédiaire, idéalement avancé. Vous avez un bon recrutement nerveux, vous arrivez à faire en sorte que le muscle visé soit le facteur limitant de l'exercice. Vous arrivez à avoir une technique qui fait que l'échec musculaire soit proche de l'échec technique. Que vous ayez l'habitude de procurer des stimulus répétés à votre corps
à force de les bombarder. Premier cas dans lequel faire plus de 2 séries par exercice pourrait être intéressant, c'est ça, votre niveau d'expérience. Quand on est débutant, on n'arrive pas à recruter toutes les unités motrices à haute seuil, on n'arrive d'ailleurs même pas à recruter tous ces fibres musculaires. Un débutant total qui n'a pas d'activité physique, il peut même en recruter que 50%. On va fatiguer localement avant d'avoir recruté toutes les fibres, et l'échec technique n'équivaut absolument pas à l'échec musculaire. Quand on est proche de l'échec, ça ne veut pas dire qu'on a un recrutement maximal. L'exercice en lui-même, c'est une manière de procurer un stimulus à notre muscle, mais également, gardez en tête qu'il y a une notion de coordination intra- et intermusculaire qui se fait avec le cerveau, vos unités motrices, votre capacité à recruter le muscle. Pour un débutant, faire plus de 2 séries, ça a beaucoup de sens. D'ailleurs, prendre moins de temps de repos justement pour ça. Vous avez besoin de plus de chauffe neurologiquement. Un avancé, moi, je fais une série à l'échec de pec, ils sont gonflés, je les ai sentis, j'en peux plus, j'en fais une deuxième, c'est bon, j'ai envie de partir. Je pourrais faire plus, évidemment, dans certains contextes. Mais un débutant, c'est pas le cas. Vous lui mettez faire 2 séries, même sur une machine où il n'a pas une technique parfaite et une connexion parfaite, loin de là. Et je vais vous dire, même dans la plupart des cas, les intermédiaires, ça sera bien plus pertinent du point de vue recrutement de travailler ce pattern plusieurs fois, de s'entraîner à utiliser ses fibres, à utiliser le muscle visé et que ce soit le facteur limitant de l'exercice. Et il dit que la science l'a confirmé de maintes fois, c'est faux. Ou c'est vrai en fonction du contexte. On a de nombreuses études qui ont remarqué plus de résultats chez les débutants en faisant plus de séries par exercice au lieu de plus d'exercices avec moins de séries. Et chez les avancés, c'était l'inverse. Alors, on ne gagnait pas plus de muscles de manière globale, mais ça a des bénéfices par rapport à faire plein de séries du même exercice. Par exemple, éviter les déséquilibres, que ce soit au niveau musculaire, au niveau postural, au niveau proprioception, équilibre, moins de risque de blessure, stimulation mentale, etc., etc. Prenons le cas numéro 1. Tu fais 10 séries au développé couché. Les avantages, c'est que déjà, tu vas avoir une progression facile à suivre. En plus de ça, tu vas avoir une surcharge progressive très claire. Tu auras aussi un gros stimulus mécanique parce que c'est un exercice exigeant et très intéressant pour le développement des pecs, et que ce soit pour l'hypertrophie ou même pour la force. Les limites, c'est que tu auras les mêmes angles de tension, tu auras aussi les mêmes fibres dominantes qui vont intervenir sur le mouvement, une fatigue nerveuse plus accentuée et peut-être même un rendement décroissant sur les dernières séries. Effectivement, si tu fais 10 séries sur le même exercice, en fait, déjà, tu vas être, pour la plupart des gens, mentalement, c'est difficile d'arriver à rester concentré. Tu as déjà fait 5 séries où tu t'assassines, tu es à la 8e, t'en peux plus. Ensuite, un bon exercice pour le développement des pecs. Pour l'immense majorité des gens, c'est pas le cas. Si vous faites partie de ces personnes, cage thoracique relativement étroite, vous avez les bras longs, c'est un des pires exos, hein, croyez-moi. Pour le développement des pecs, alors bien sûr, ça va les bosser, mais ouais, je peux vous garantir que quand j'ai arrêté le développé couché, j'ai bien vu la différence. Moi qui ai les bras très très longs. Cas numéro 2, tu fais que 2 séries, mais par contre 5 exercices différents. On est sur le même volume total d'entraînement. L'avantage, c'est que tu as des angles de tension qui vont être bien plus variés, donc tu vas stimuler le muscle sous différents angles, ce qui donne une meilleure couverture des faisceaux musculaires. La fatigue est mieux répartie et souvent tu as même une connexion neuromusculaire et une conscience de ton corps qui va être meilleure. Ok, pourquoi ta connexion neuromusculaire est meilleure conscience de ton corps? Imaginez que vous appreniez quelque chose. Par exemple, vous apprenez à faire un swing au golf. Est-ce que vous pensez qu'il est mieux de faire 5 swings tous les jours ou de faire 30 swings tous les jours pour essayer d'apprendre le mouvement et recruter et ressentir, n'est-ce pas? Évidemment, dans le tas, il y aura des exercices où vous allez mieux sentir vos pecs, a priori, surtout les écarter à la machine. Les exercices à forte tension de contraction, c'est plus facile de recruter, de ressentir, n'est-ce pas? Par contre, la surcharge progressive, elle est plus difficile à suivre, surtout si tu changes régulièrement l'ordre des exercices. Le stimulus, au final, il peut être moins important que si tu faisais que du développé couché, si tu choisis mal les exercices. Tu peux aussi créer des déséquilibres, encore une fois, si tu choisis mal les exercices. Et ça te demande aussi plus de maîtrise technique. Et même si c'est dans les limites, moi je trouve qu'avec le temps, eh ben, ça devient un avantage. Alors l'exercice qu'il faisait juste avant, une diablerie inventée par Mike Israetel, j'imagine. Je suis pas fan de cet exercice du tout. C'était la mode l'année dernière, en 2025, hein. Les étirements extrêmes à la suite des études. Surcharge progressive plus difficile à suivre. Pourquoi? T'es censé aller à l'échec. Comme il dit, apparemment, toutes les séries doivent aller à l'échec. Donc tu notes, n'est-ce pas? Stimulus moins important qu'avec développé couché. Bah ça dépend. En fait, il le dit lui-même tout à l'heure, il y a des différences individuelles. Peut-être que pour certaines personnes, les développés couchés sera un excellent exercice. Si vous avez une cage large, si vous avez des bras courts, pour d'autres personnes, ça va puer la merde. Pour d'autres personnes, vous aurez un bien meilleur stimulus avec une machine, avec des haltères, avec que sais-je. Tout à l'heure, il nous parle de l'individualité et là, il enlève l'individualité en mettant le développé couché comme exercice roi. D'ailleurs, notre Dorian Yates qui référence tout à l'heure, il faisait pas de développé couché. Hein. Déséquilibre si tu choisis mal les exos. Bah justement, par exemple, le développé couché et plus de maîtrise technique.
effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, si vous répartissez le même travail sur plusieurs exercices, vous avez moins d'occasions de bosser chacun. Donc ça sera plus efficace d'utiliser plus d'angles, avoir plus d'exercices, plus vous êtes avancé. Parce qu'en forçant de manière différente, que ce soit avec vos fibres ou vos tissus conjonctifs, moins de blessures d'usure, moins de blessures tout court. Ah, mais si vous avez du temps, à l'inverse, faire plus de séries sur moins d'exercices, vous pouvez mieux bosser la technique. Et selon moi, le compromis idéal reste 3 séries pour les pratiquants intermédiaires et confirmés. Pour les débutants, c'est un peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier problème de faire que 2 séries, c'est déjà le manque d'intensité que mettent la plupart des pratiquants en musculation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de gars qui vont 3 à 4 heures par semaine à la salle et qui ont des physiques pas ouf. Ça peut être intéressant d'ajouter un petit peu de volume de travail pour compenser tout simplement le manque d'intensité. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce cas-là, c'est mieux de compenser l'intensité en faisant plus de séries et peut-être même quand on est débutant en ayant des temps de repos un peu plus courts, ça ne vous sert à rien d'attendre 3 minutes, pour que la fatigue vous permette de recruter plus de fibres et que vous ayez plus de répétitions effectives accumulées. Ensuite, comme on a pu le voir, même en allant à l'échec, un débutant ne sera pas capable de recruter toutes ces fibres. C'est comme ça. Donc plus de volume sera plus intéressant pour eux. Mais ça, c'est de volume de manière générale, pas forcément que sur un exercice. Deuxième problème, et moi c'est le plus gros pour moi de faire que 2 séries, c'est de te déplacer toutes les 5 minutes, de devoir charger et décharger. Troisième problème à faire que 2 séries, c'est que tu dois savoir quel exercice enchaîner avec quels autres exercices, lesquels sont complémentaires, quelles combinaisons vont t'apporter le travail le plus optimal pour ton muscle, en fonction aussi de tes points faibles, de tes points forts. Et donc si tu n'as pas les bonnes connaissances, tu vas peut-être augmenter un déséquilibre, sursolliciter une zone, risquer des blessures. Et c'est un peu comme une recette en fait, il faut qu'elle soit parfaite. Tu peux mettre énormément d'ingrédients dans une recette si c'est bien dosé, si c'est parfaitement structuré. Ouais, mais ça c'est pareil en fait avec moins d'exercices. Peut-être même que c'est pire parce que si tu choisis mal, tu risques de passer plus de séries sur un exercice non optimal comme le développé couché. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Plus il y a de choix d'exercices, plus tu risques de faire n'importe quoi. Mais honnêtement, je pense que là, on touche plus à la surcomplication de l'entraînement. Évidemment qu'il y a des exercices qui seront plus efficaces pour vous en fonction de votre morphologie, vos blessures, votre niveau d'expérience, votre niveau de recrutement, blablabla. Mais c'est pas de la nécromancie, c'est pas de la magie noire. Je sais qu'on complique un peu tout pour vous vendre des programmes. Vous inquiétez pas, on va parler d'autres cas dans lesquels ça pourrait être intéressant de faire plus de séries. Les femmes, oui bon je sais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui me suivent, mais de manière générale, c'est une tendance observable. Ça ne veut pas dire toutes les femmes parce qu'on a des exceptions, mais de manière générale, les femmes, vous avez moins de fibres intermédiaires, vous avez moins de fibres 2X. Vous pouvez encaisser plus de volume, vous avez une meilleure récupération et souvent vous allez à l'échec métabolique avant l'échec musculaire. Combien de fois j'ai donné des séances à des femmes, si je les faisais, déjà, il faut survivre à la séance. Et après, j'ai clairement pas envie d'en faire une deuxième. Il y en a quantité qui ont envie d'en faire une deuxième, mais une troisième et qui récupèrent et qui progressent. Plus de séries, c'est plus de répétitions efficaces cumulées, une meilleure hypertrophie observée dans la science. Et tout ce qu'on disait par rapport aux débutants va souvent s'appliquer dans le même cas ici. Un autre cas intéressant, vous êtes blessé, vous avez des douleurs par rapport à certains exercices. J'ai une épaule en miettes, j'ai de l'arthrose, élévation latérale, est-ce que je vais à l'échec ? Non, je ne vais pas à l'échec, je ne vais jamais à l'échec, ça fait bien longtemps. Et je suis sûr que vous avez des exercices ou des groupes musculaires, ça vous est déjà arrivé. Si vous êtes déjà entraîné blessé, plus de séries, moins de charges, moins de temps de repos. C'est peut-être moins optimal, parce qu'on va certainement générer plus de fatigue par rapport au stimulus, mais en tous les cas, c'est toujours mieux que de se refaire mal derrière ou pas s'entraîner. Par contre, les gars, pour les débutants, je pense qu'il est vraiment pas judicieux de partir sur un low volume par exercice, donc 2 séries. Pour moi, c'est pas assez. On est plus sur 4 à 5 séries par exercice, tout simplement parce que déjà, on travaille la coordination neuromusculaire, qu'on travaille les exos de base, qu'on va bosser sur les exos qui vont fournir le plus de tension mécanique et qui vont avoir le plus gros impact. Exactement, mais je vais vous le dire, il y a beaucoup d'intermédiaires qui pensent qu'ils sont des dieux de la muscu et dans beaucoup de cas, au niveau intermédiaire, début intermédiaire même, voilà, dans beaucoup de cas, vous pensez pouvoir faire du low volume et que c'est suffisant, ça n'est pas le cas. Par contre, tout à l'heure, il a dit 3 séries, parfois sur certains de finition, ils vont faire que 2. Moi, j'ai déjà fait des programmes, une série. Par exercice, 2 séries, en général, c'est ce que je fais. Quand on a beaucoup d'expérience, ça fait 15 ans que je m'entraîne, je vous garantis, j'ai pas besoin de faire plus pour vraiment recruter ce qu'il faut. Bref, dites-moi comment vous entraînez. Ce genre de vidéo reste un exercice de pensée. On vous apporte des billes, des études pour réfléchir, mais gardez en tête qu'il faudra l'adapter à vous, votre mode de vie, vos capacités de récupération, vos objectifs, etc. Et que de manière générale, c'est le volume global sur la semaine, même pas par séance, mais sur la semaine, qui est plus important que le nombre de séries que vous faites par exercice ou le nombre de séries que vous faites
par séance. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Complément français de qualité, Broadway, code ALL10. Et moi, ce soir, je vais faire les jambes. Et d'ailleurs, leg curl 2 séries, la deuxième au-delà de l'échec, squat 2 séries. Je crois que j'ai du hack squat. Tous mes exos, je fais que 2 séries d'ailleurs aujourd'hui.